Voici une présentation détaillée de ce qu'on voit dans le logiciel les scores de Chantal. En anglais, c'est Crypto Scores. D'abord, une vue d'ensemble. Nous avons en haut à gauche le prix. Ensuite, nous avons la Total Value Lock qui représente la quantité d'actifs qui sont bloqués dans les outils de ce projet crypto. Lorsqu'il n'y a pas de TVL, ça n'est pas un projet de finance décentralisée, alors nous avons ici la supply. Donc nous voyons la distribution des tokens, l'inflation, dans cette courbe bleue qui est ici en deuxième graphique sur la gauche. Ensuite, nous avons les catégories. Ensuite, nous avons ici les news grâce à un partenariat avec Crypto Flash France. Et ces news viennent apporter des informations utiles. Elles sont cliquables. Et ici, on peut cliquer, on arrive sur la chaîne YouTube de Crypto Flash France que je vous recommande. Et vous avez ici un résumé. Ce que vous avez ici entre brackets, entre parenthèses carrées, ce sont les rubriques dans lesquelles on vient ajouter ou enlever des points. Ces rubriques sont celles qui sont ici en bas de cette même page. Donc, ça vient influencer les points dans les gauches, ça vient influencer nos pourcentages. Nous avons ici au centre la note centrale. C'est la note principale de toute la page. Pour les vrais débutants, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a sur cette page, c'est le chiffre principal à regarder du premier coup d'œil pour voir ce que cette crypto a globalement en moyenne comme point fort et point faible. Ensuite, nous avons des news en partenariat avec Kofi.finance que je vous recommande aussi. Ils m'ont fait un développement sur mesure. Comme ça, on peut cliquer. On a le symbole, on a le nom de la crypto. Ici, je clique pour voir les news. Voilà. Donc, on a d'abord ceux qui ont le mot recherché dans le titre et plus bas ceux qui l'ont dans le corps du texte. Et puis, on a chaque fois un résumé en français de la news qui est créé par une intelligence artificielle, le résumé, et évidemment le lien vers les détails. Même si la news est en anglais, le résumé sera en français. Ensuite, nous avons Google Trends pour savoir si c'est réellement demandé, ce nom, dans Google Trends, et on peut voir les périodes de pic où il est demandé par le grand public. Et lorsque la crypto monte bien malgré qu'elle est très peu demandée, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus achetée par les professionnels. À l'inverse, si elle monte beaucoup dans Google Trends alors que son prix monte modérément, ça veut dire qu'elle est plutôt utilisée par les particuliers et que, par exemple, il y a beaucoup d'influenceurs mondialement qui vont en parler. Ensuite, ici, en haut à droite, il y a aussi l'information « Est-ce que moi, j'en ai acheté ?» Ça, c'est seulement dans la version francophone, il n'y a pas dans la version anglophone, hein. Donc là, par exemple, Aérodrome, j'en ai acheté à 0,69 en mars 2024, ici. Ensuite, il a bien monté. Il a fait son plus haut historique, faire à peu près x4. Donc, j'ai pris des bénéfices ou j'ai récupéré en tout cas la mise de départ. Ensuite, il est redescendu. Et ensuite, des fois, je saisis l'occasion pour en racheter. Voilà. Donc, ici, c'est un résumé. Évidemment, vous avez ça dans le groupe Crypto Expert Annonce. Vous savez exactement au moment où j'achète quelque chose. Mais ici, vous avez aussi un résumé. Ici, en haut à droite, si Token Metrics a fait une analyse, eh bien, on voit à quelle date et à quel pourcentage ils ont fait l'analyse. Et c'est cliquable et ça mène vers la bonne page sur le site de Token Metrics pour ceux qui ont l'abonnement Token Metrics. Ensuite, en haut à droite, nous voyons évidemment le compte Twitter de cette crypto. Nous voyons le nombre d'abonnés, à quoi elle sert. Donc là, c'est la finance décentralisée. Hein, pour AAV, c'est des prêts et des emprunts. Ensuite, nous avons le nombre d'abonnés Twitter, hein, l'évolution du nombre d'abonnés Twitter. Si on clique, on arrive sur Social Blade et non pas sur Twitter, parce qu'on a encore plein d'autres informations sur Social Blade pour voir les métriques de leur compte Twitter. Nous arrivons en bas et dans les cases du bas, nous avons différents métriques. Ici, communauté, liquidité,
Momentum va être renommé opportunité. Ensuite, sécurité, technologie, tokenomics. Nous voyons dans la communauté. C'est beaucoup basé sur Twitter, déjà parce que j'ai des milliers de comptes Twitter qui surveillent des tas de projets et qui récoltent des tas d'infos toutes les heures. Mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi je donne beaucoup de points à ce qui se passe sur Twitter? Parce que vraiment, un projet qui n'est pas sur Twitter, un projet crypto qui n'est pas sur Twitter, eh bien, c'est un scam en général. Typiquement, si un projet n'est que sur Facebook, en général, c'est un MLM qui n'a même pas de blockchain, qui fait semblant d'en avoir une, typiquement, hein. Donc, c'est très important qu'il ait un compte Twitter qui soit vivant. Le nombre d'abonnés Twitter joue un rôle très important et on surveille sa croissance grâce à la courbe qui figure sur la droite. Ensuite, évidemment, les gros comptes crypto, c'est normal qu'ils aient plus d'abonnés Twitter que les petits comptes crypto qui ont un petit market cap. Donc, je divise l'un par l'autre. Pour mettre les points, j'ai un algorithme qui fait suite à beaucoup de backtesting, qui met plus l'accent sur le nombre d'abonnés Twitter que le market cap, parce que sinon, ça favorisait beaucoup trop les tout petits comptes au détriment des gros comptes. Et là, maintenant, pour les points et les codes couleurs, j'utilise mon algorithme. Par contre, pour le chiffre qui s'affiche, il est vraiment parlant. C'est le nombre d'abonnés Twitter divisé par le market cap fois 1000. Par exemple, pour un compte de taille raisonnable, je vais prendre typiquement celui-là. Voilà. Nous avons ici un nombre d'abonnés Twitter de 400 000 pour un market cap de 267 000 millions. Donc, je prends 267 millions, je le divise par 1000, je m'attends à avoir au moins 267 000 abonnés Twitter. Si c'est plus, je suis contente. Si c'est moins, je ne suis pas contente. Et évidemment, après, on peut mettre une pondération en fonction du narratif. C'est clair qu'un compte qui est dans le gaming aura plus d'abonnés qu'un compte qui s'adresse à des professionnels de la finance décentralisée. Mais ça nous donne quand même une métrique globale qui permet de les comparer assez facilement. Voilà. Donc, nous avons ici 150%, donc c'est vert, ça lui donne des points. Je suis très contente de cette métrique. Après, je fais pareil avec le diluted market cap, c'est-à-dire le market cap quand il aurait distribué tous les tokens. Voilà, pour avoir les deux métriques, parce que parfois l'une est positive et pas l'autre. Ensuite, l'évolution est très importante pour repérer la montée du prix juste avant la montée du prix. Je m'explique. Un Twitter qui monte régulièrement sur tous les time frames mérite d'avoir beaucoup plus de points qu'un Twitter qui monte juste à un moment précis et parce qu'il a fait, je sais pas, un concours ou un truc comme ça, et ensuite plus du tout, ou même qui redescend. Donc là, je mets des points sur tous les time frames, hein, 1 an, 3 mois, 1 mois et 7 jours, pour voir s'il monte ou pas sur ces time frames. Et évidemment, il perd des points s'il est en train de descendre. Ensuite, nous avons le dernier tweet sur X. Eh bien, celui-là, il permet aussi de donner des points naturellement si le dernier tweet est récent, mais surtout, si le dernier tweet est il y a longtemps, je lui fais perdre beaucoup de points. Beaucoup de points. Parce qu'un projet qui est à fond dans le développement et qui communique assez peu sur Twitter, parce qu'il n'a pas encore engagé un community manager et que c'est plutôt des techs qui sont là, alors je veux bien, je peux l'entendre, mais à condition qu'ils n'aient pas encore lancé leur crypto. S'ils ont déjà lancé leur crypto, ils doivent avoir un community manager, sinon leur prix va plonger. Donc, je leur fais perdre beaucoup de points s'ils publient trop rarement. S'ils publient rarement, ils vont être en rouge ici, ils vont perdre des points. S'ils publient très rarement, s'ils n'ont pas publié depuis plusieurs mois, non seulement ça va leur tuer leur score ici, mais ça va aussi venir enlever beaucoup de points dans le score sécurité. Et à ce moment-là, la ligne dernier tweet sur X va apparaître dans la colonne sécurité et va la mettre en rouge parce que c'est probablement que l'équipe est partie et donc que le token
ne va pas bien performer dans le futur. Ok, ensuite, le sentiment se marie. Donc ici, nous avons Into the Block qui va chercher dans différentes sources de plein de réseaux sociaux. Qui nous dit le sentiment. Alors là, c'est pas des quantités, non, ça c'est de la qualité. Est-ce que les gens sont positifs au sujet de AAV? Là, par exemple, je suis sur la page AAV. Est-ce que les gens mettent des tweets avec un vocabulaire positif? Ça, c'est le sentiment se marie. Ensuite, nous avons ici les holders qui ont gardé les tokens depuis plus d'1 an. Est-ce qu'ils sont nombreux ou peu nombreux par rapport aux autres cryptos? Et est-ce qu'ils sont en augmentation depuis les 30 derniers jours? Alors là, il se trouve que AAV, ceux qui gardent le token depuis plus d'1 an, sont en augmentation sur le mois qui vient de s'écouler. Et alors, du coup, ça leur fait des points supplémentaires. Nous avons maintenant Lunar Crush qui nous indique sur la plupart des réseaux sociaux quel est le rang en comparant les cryptos les unes avec les autres. Donc, AAV est très bien positionné. Ils ont 2 algorithmes propriétaires, un qui s'appelle Altrank et un qui s'appelle Galaxy. Un qui est positif s'il est le plus haut possible et l'autre qui est positif s'il est le plus gros possible. J'ai fait du backtesting, etc. Donc ici, vous voyez l'évolution sur 24 heures comparée à la moyenne mensuelle pour chacun des 2 algorithmes pour savoir si il est performant sur les différents réseaux sociaux, pas seulement Twitter. Donc, c'est complémentaire. Malheureusement, il arrive très souvent que les évolutions sur Lunar Crush viennent juste après le mouvement de prix et non pas avant. Donc, j'ai mis ce métrique ici. Parfois, il est pertinent, mais la plupart du temps, il n'est pas pertinent. Donc, je compte les points dans la gauche, dans le pourcentage, mais il a une pondération très faible. Il a très peu d'impact sur le pourcentage, le Lunar Crush, parce que trop souvent, il vient après le prix selon mon backtesting. Passons maintenant à la colonne liquidité. Alors, nous, dans le groupe privé, on a plutôt des gros comptes. C'est très important pour nous, la liquidité, pour pouvoir acheter et plus tard pour pouvoir vendre. Quand on achète, souvent, il y a peu de liquidité si on a le nez fin et qu'on achète quelque chose qui est sous-évalué, donc qui n'est pas sous les feux des projecteurs en ce moment, donc qui a peu de liquidité. C'est assez difficile de trouver des compromis. Mais heureusement, grâce au score, on peut trouver justement les exceptions, les pépites qui ont quand même une bonne liquidité, mais qui ont des très, très bons scores. D'ailleurs, lorsqu'elles ont une très bonne liquidité, c'est généralement qu'elles sont présentes en Asie. Voilà, ici j'ai un exemple avec Aérodrome. Ce sont des cryptos qui ont plus de transactions en Asie qu'en Europe. On le voit dans la colonne communauté et du coup, vous voyez, énormément de volume de transactions, 59 millions de dollars par 24 heures. L'Asie est très efficace pour la liquidité. Voilà, je reviens sur AAV pour vous parler de la liquidité. Donc, nous avons évidemment le volume par 24 heures. Ensuite, le volume divisé par le market cap, parce que là aussi, évidemment, c'est logique qu'une grosse crypto avec un gros market cap ait beaucoup plus de volume qu'une petite crypto. Mais des fois, c'est l'inverse, hein. Des fois, il y a des grosses cryptos qui n'ont pas du tout de volume et inversement. Voilà. Donc, ici, ça donne beaucoup de points. Ensuite, la TVL. Alors là, la TVL divisée par le market cap, ça, c'est génial pour repérer quand la TVL monte avant le prix. Ça, c'est du pain béni. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans le prochain critère, opportunité, mais aussi quand on voit qu'il y a beaucoup de volume dans la TVL, on a confiance qu'il y aura aussi de la liquidité qui va arriver sur le token lui-même. Ensuite, le nombre de paires spot. Donc, spot, à contrario, contre les produits dérivés. Spot, ça veut dire qu'on achète réellement la crypto. Si vous cliquez, évidemment, vous arrivez sur l'onglet marché de CoinGecko et vous pouvez voir toutes les paires qui s'y trouvent. Si je prends un exemple tout petit, ça c'est une petite crypto, elle en a 39. Ici, nous en avons 950. Comment je fais pour mettre les points? Eh bien, évidemment, je compare les cryptos les unes avec les autres. Et puis, nous avons dans la ligne suivante le nombre d'exchanges en Tier 1. C'est-à-dire que j'ai déterminé mes 11 exchanges que moi, je considère comme Tier 1
parce qu'ils ont des beaux volumes, parce qu'ils ont donné la preuve des fonds, donc ils sont très sécurisés, parce qu'ils ont un très bon score dans la colonne Trust Score, dans la liste des exchanges de CoinGecko.com. Et en plus qu'ils ont un très bon historique, parce que je sais lesquels ont fait des choses un peu grey, comme on dit sur le marché gris, pendant le bear market. Donc, j'ai sélectionné 11 exchanges qui, selon moi, sont vraiment solides et sûrs et tier one et réputés, inspirent confiance et ont des bons volumes, des très très bonnes liquidités. Et ces 11-là, je les surveille pour chaque crypto. Donc, pour chaque crypto, je dis, OK, là, est-ce que cette crypto est présente sur les exchanges, sur les 11, et sur combien des 11? Donc ici, elle est évidemment à avis, elle est partout. Et là, maintenant, je peux montrer Aero qui est à 6 sur 11. Et quand on clique, eh bien, on arrive pile poil au bon endroit pour voir la liste. OK, alors ensuite, le nombre d'adresses actives divisé par le market cap. C'est logique qu'il y ait beaucoup plus d'adresses actives pour les grosses cryptos. Et du coup, ben, je compare ce métrique crypto par crypto, et dans le sens que les 10% plus hauts sont en vert foncé, etc. Et c'est comme ça que je mets les points en comparant les cryptos. Parce que sinon, à des moments où tout le monde est très actif, tout passerait en vert. À des moments où le marché est plus morose, tout passerait en rouge. Et je veux pas ça. Je veux les comparer les unes avec les autres. Donc, s'il y en a très peu qui montent et qui montent juste un tout petit peu, eh ben, je veux les repérer. Et c'est elles qui vont passer en vert. Ça, c'est valable pour énormément de mes scores, en fait. On appelle ça les percentiles. OK, ensuite, le nombre d'adresses actives sur 30 jours. Et là, on regarde l'évolution. Comment c'était il y a 30 jours? Comment c'est maintenant? Est-ce que c'est monté? Ça, c'est un score très positif. Ensuite, nous avons le nombre d'adresses actives sur un an. Pareil, est-ce qu'il est plutôt monté ou descendu? Et maintenant, nous arrivons aux produits dérivés. Alors, les produits dérivés, ce sont en anglais les derivatives, par exemple les options et les futurs. Ce sont des gens qui se font de l'argent en pariant sur le prix du token sans acheter le token. Donc, ils font le prix contre quelqu'un qui fait le pari inverse. Il y a pour ça des marchés, par exemple sur Binance ou sur des gros exchanges. Il y a aussi des DEX qui font des produits dérivés, comme par exemple Synthetix. Tout ça, ça permet d'avoir des gros volumes. Et j'apprécie beaucoup ce qui se passe sur les produits dérivés, non pas parce que j'aime acheter ça, non, en fait, j'aime pas spécialement. Oui, il y a eu une période où j'ai fait plein de tests sur un site qui s'appelle Deribit pour faire du trading de produits dérivés avec Bitcoin et Ethereum. J'ai fait des centaines de transactions, mais c'était juste pour monter en compétence sur des tout petites quantités de dollars, parce que je voulais bien comprendre comment fonctionnaient les produits dérivés. Sinon, je n'aime pas ça. Moi, j'aime vraiment être propriétaire de mes cryptos. Donc, je préfère la partie spot. Par contre, en quoi ça nous intéresse, les produits dérivés? Pour deviner l'évolution future du prix, c'est parce que les comptes professionnels apprécient les cryptos qui ont des produits dérivés parce que ça leur permet de se hedger, de se protéger. C'est-à-dire qu'en mettant un tout petit montant avec levier, ils peuvent se protéger d'un mouvement du prix inverse de ce qu'ils ont, en tout cas sur une période. Du coup, ils se sentent beaucoup plus sûrs d'investir dans une crypto s'ils peuvent faire ça lorsqu'ils décident que le marché le nécessite. Donc là, je surveille le nombre de paires, je surveille les volumes, je surveille les dérivés comparés au market cap et les dérivés comparés au volume de transactions qui figure tout en haut ici sur le spot, c'est-à-dire est-ce qu'on achète réellement la crypto. Ensuite, j'ai encore un score chez Stack.money, donc tout est cliquable dans mes PDF. Le momentum, là, il s'agit du score opportunité. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Est-ce qu'on a une bonne opportunité ces temps-ci? On a évidemment l'évolution du prix sur 7 jours, sur 30 jours. Je donne surtout des points à l'évolution du prix sur 30 jours parce que je ne fais pas de suivi de tendance, qui est une forme de trading qui consiste à acheter quand ça a déjà commencé à monter, mais je ne veux pas pénaliser ceux qui font du suivi de tendance. Donc, dans la note, le pourcentage, il y a beaucoup plus d'impact lorsqu'il y a des points pour l'écart du prix sur 30 jours et je fais moins d'impact avec l'écart du prix sur 7 jours
pour rester relativement compatible avec ceux qui font du suivi de tendance, même si ça n'est pas ma tasse de thé. Ensuite, là où je donne beaucoup de points aussi, c'est l'écart entre la TVL sur 7 jours et sur 30 jours. Donc là, on voit qu'on est à peu près plat. Ici, on peut voir que la TVL, elle est relativement plate. Si je prends un autre exemple, ici, on a une magnifique montée de la TVL. Hein. On peut voir qu'en 30 jours sur Aérodrome, elle a à peu près doublé. Le prix a monté aussi naturellement, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que le prix a le potentiel pour encore bien monter. Ici, sur AAV, les métriques concernant les baleines, nous avons ici des sources qui montrent les 1% plus gros comptes de ce projet-là. Et nous avons ici des sources qui montrent les grosses et les moyennes baleines. Je surveille dans différentes sources de différents métriques et ça me permet d'avoir une vue de ce que font les baleines sur à peu près presque 1 millier de cryptos, surtout celles qui proviennent de Into the Block. Et si vous cliquez, vous pouvez aller voir le graphique naturellement. On peut faire un compte gratuit sur quelques jours et ensuite l'abonnement annuel est incroyablement bas. Il est autour des 100 € pour une année, alors qu'il y a plein de métriques de grande qualité dans Into the Block. Pour moi, c'est une source que j'apprécie énormément. Je ne suis pas sponsorisée par eux. Je n'ai jamais aucune vidéo sponsorisée et je n'ai pas de code affilié pour ce genre d'entreprise comme Into the Block. Voilà. Ensuite, nous avons Skynet Marché et on a ici, je clique sur Market, vous voyez, et j'arrive directement sur la bonne zone. Et ici, donc, nous avons les volumes, nous avons le prix, nous avons combien de cryptos sont sur cet exchange, l'évolution, est-ce qu'il y en a de plus ou moins sur les exchanges? Et comme ça, ils peuvent mettre une note. Ils regardent aussi la corrélation du prix avec d'autres cryptos. Ils regardent l'analyse de la TVL. Hein, et ils regardent l'usage de l'application. Hein, et donc ça, ce n'est pas le smart contract qui régit le token. Ici, c'est le smart contract qui régit les usages du projet. Ici, on est sur AAV. Les usages du projet, eh bien, ce sont les prêts et les emprunts. Ensuite, nous avons les larges transactions. Ça veut dire que les gros comptes s'y intéressent. Ensuite, nous avons le on-chain summary. Ah ouais, ça vaut de l'or aussi. Donc, quand on clique, on arrive ici sur le token summary de la crypto. Et on peut le voir avec un compte gratuit, ça, ou même sans compte. Donc ici, on a des informations de malade, vraiment. Quand vous regardez ça, si vous prenez le temps de regarder toutes les infos qui sont là, vous allez saliver. Je vous jure, en tout cas, moi, ça me fait saliver. Là, quand on regarde le on-chain signal, nous en avons 4. Et en plus, quand on le survole, vous avez les explications. Et je vous recommande de le faire d'ailleurs. Nous avons l'augmentation de la croissance du réseau. Nous avons la proportion de personnes qui sont en positif et donc qui sont bullish parce qu'ils ont fait des bénéfices. Ensuite, nous avons la concentration ou la réduction du nombre de gros propriétaires. Donc, est-ce que les gros comptes s'y intéressent? Ça, c'est pour le holding. Et ça, ce sont les transactions de plus de 100 000 $. Voilà, donc du coup, ça s'adresse plutôt aux professionnels. Et lorsque les 4 sont bullish, ben évidemment, on est ici à 100%. Et c'est ce qu'on voit ici, on-chain summary à 100%. Et ça, très souvent, c'est avant la montée du prix dans un score court terme. Et ici, on est dans la colonne des scores court terme. Ensuite, le flux des exchanges. Alors, quand il y a beaucoup de crypto qui est envoyé vers les exchanges, c'est généralement parce que les gens veulent vendre cette crypto. Quand il y a beaucoup de cryptos qui sortent des exchanges pour venir dans les wallets des gens, alors c'est probablement que les gens veulent la conserver. Donc, c'est intéressant d'observer le flux de ces échanges de manière active. Quand le chiffre est en rouge, il est positif, il y a beaucoup de cryptos qui vont vers les exchanges, ça peut anticiper une baisse du prix. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours avant, mais c'est généralement des gens
qui ont l'intention de le vendre. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Ça pourrait être parce qu'ils veulent le mettre en staking, ça pourrait être parce qu'ils veulent mettre un ordre de vente à long terme à x2 ou à x10, comme nous, on a tendance à le faire. Mais quand même, en général, c'est juste avant une modification du prix. Là, le chiffre n'est pas significatif, il est presque à zéro, donc ça n'est pas mis en couleur et ça ne donne pas de points. Lorsque ça n'apparaît pas, c'est soit parce que j'ai pas l'info, soit parce que le chiffre est vraiment à zéro, il est vraiment trop neutre. Ensuite, nous avons de nouveau le nombre d'adresses actives sur, cette fois, l'évolution sur 7 jours pour la partie court terme qui va donner des points ou enlever des points. Et ensuite, nous avons l'augmentation de la supply lorsque une crypto vient de libérer beaucoup de tokens, ben, c'est juste avant une chute du prix parce que ça crée une pression à la vente. Alors, lorsqu'on arrive ici en bas, comme la page n'est pas élastique, il y a des scores qui peuvent manquer. Je mets ceux qui ont le moins d'impact, je les mets en bas. Quand on aura la version site web, probablement en 2025, eh bien, ici, on ne sera pas coincé par la hauteur de la page. Et ici, on peut voir qu'il y en a d'autres. Par exemple, le cycle low, c'est le prix le plus bas du présent cycle. Il était, dans ce cas précis, à 40 centimes le 5 juillet 2024. Et l'écart par rapport à ce cycle low pour voir si on est beaucoup remonté depuis lors. Ensuite, nous avons l'évolution des scores de Lunar Crush, les mêmes dont je vous parlais dans la communauté ici, pour les réseaux sociaux sur les dernières 24 heures. Maintenant, le score de la sécurité. D'abord, mon préféré, c'est le score D.Phi. Donc, concrètement, c'est D.Phi/scanner qui vous permet de voir le score de sécurité du token lui-même. Ce n'est pas l'ensemble du projet, c'est le token lui-même. Mais pour le token, il y a beaucoup de choses. Il vérifie pas seulement le smart contract, il vérifie si la liquidité est bien bloquée, etc. Il vérifie plein de choses dans Momentum. Donc là, par exemple, je vais cliquer pour l'ouvrir. Ça, c'est pour tout l'écosystème Ethereum et toutes les blockchains qui sont dans l'écosystème Ethereum, sauf Linéa. Ils n'ont pas Linéa. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que ça ne saurait tarder. Typiquement, AAV, ici, il a un score de 89 sur 100, ce qui est relativement bon. Il y a certains points qui sont en couleur verte. Ça n'est pas du tout inquiétant. Ensuite, on regarde la gouvernance. OK. Ensuite, on regarde General Detector, voilà. Et comme ça, on sait quels sont les points forts et les points faibles. Quand on est dans l'écosystème Solana, au même endroit, ça nous ouvre Sol Sniffer. Là, typiquement, pour Solana, on peut voir où sont les risques. Solana est à 84. Il est à medium risque. Il est à la limite de low risque. OK, donc ça va. Mais il y a quand même des risques. Et ici, vous pouvez voir quels sont les risques et vous pouvez lire les détails. OK, donc ça, c'est le premier en haut. C'est celui qui donne le plus de points dans le pourcentage. Mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressants. Je reviens sur AAV. Nous avons ici Skynet. C'est la sécurité globale. Donc, j'ai ici un score tout à fait global. Pour AAV, il est presque à 91. Et puis ensuite, si vous scrollez, vous verrez des tas d'informations. Je donne aussi évidemment dans la colonne sécurité le score de la partie code. Il suffit de cliquer ici sur code pour vous amener directement au bon endroit. Il y a les différents audits, il y a le monitoring du GitHub. Est-ce qu'ils publient du code? Est-ce qu'ils font des commits? Voilà, est-ce que le GitHub est vivant? Et ça nous donne une excellente note pour AAV. Ensuite, il y a la partie opération. Ils ont une bonne note pour opération. Elle n'est pas exceptionnelle, mais quand même 90. Comme il y a eu beaucoup de volume aujourd'hui sur les marchés, du coup, AAV est moins en vedette que les autres jours, mais ça peut varier aussi dans le temps. Ils ont un bug bounty. Yes, ça leur fait gagner des points. Donc, ça veut dire que ce sont des récompenses en AAV qu'ils peuvent éventuellement revendre ou qu'ils peuvent garder pour les développeurs du monde entier qui voudraient trouver un bug et qui arriveraient à trouver un bug. Donc, ça, c'est une sécurité supplémentaire
pour l'opérationnel. Il y a aussi le scan de leur site web. Est-ce que le site web est sécurisé? C'est très, très, très important parce qu'il arrive souvent que les sites web se fassent scammer et à ce moment-là, vous avez le bon numéro de smart contract. Enfin, à ce moment-là, vous croyez que vous avez le bon numéro de smart contract, mais en vérité, non. Et vous risquez d'envoyer vos fonds au mauvais endroit. C'est très important. Et ensuite, est-ce qu'ils ont eu déjà un incident, un hack? Voilà, donc ça leur donne une note opérationnelle qui apparaît ici dans la partie sécurité. Ensuite, pour certains, ceux qui sont dans l'écosystème Ethereum, on a le score Certic. Donc, Certic, c'est une autre source qui donne du rating, qui indique par exemple, est-ce qu'il y a eu des incidents? Est-ce qu'il y a le bug bounty? Oui. Est-ce qu'il y a la couverture des audits? C'est-à-dire que est-ce que les audits vont vraiment couvrir tout ce qu'il y a à couvrir, tous les smart contracts? Parce que des fois, il y a des projets qui font un audit sur une toute petite partie de ce qu'ils produisent comme smart contract. Et donc, ça n'est pas assez sécure. Là, le fait que la couverture soit à 100%, c'est excellent. Et est-ce que c'est pertinent? La relevance, est-ce que les audits sont pertinents? Il y avait avant les assurances. Ici, voilà, assurance. Je sais que lorsque vous faites des transactions sur AAV, si vous utilisez l'assurance Nexus, ça vous permet de vous couvrir du risque de hack en payant un tout petit pourcentage supplémentaire par rapport à, par exemple, vous avez apporté de la liquidité, vous allez recevoir 5% de APR, ben, du coup, ça vous fera 4,5 au lieu de 5%, mais au moins, vous êtes couvert par une assurance. Donc, ça augmente la sécurité. OK, ensuite, GitHub avant crypto. Ah, voilà. Là, je me suis bien amusée à faire ça. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont lancé leur compte GitHub, là où ils publient du code, avant de lancer la crypto? Plus c'est longtemps en avance, plus c'est solide. Parce que, évidemment, les pirates, ils font pas ça. Ils lancent tout en même temps. Des fois, ils n'ont même pas de GitHub, mais ils lancent tout en même temps, ou même des fois, ils lancent le GitHub bien plus tard. Et lorsqu'ils lancent le token après avoir construit un code auditable depuis longtemps, évidemment, ça augmente la solidité de la crypto et le potentiel qu'elle performe bien à moyen et long terme. Ensuite, est-ce qu'ils ont des paires dans Kraken et dans Coinbase? Pourquoi ces deux-là? Parce que ces deux-là vont systématiquement intégrer seulement des cryptos qui sont suffisamment sécurisés. C'est aussi simple que ça. Donc, le score de la technologie. Alors là, vous voyez que AAV est à 89%. La date à laquelle ils ont fait le tout premier commit, dans ce cas-là, c'est 2019, bien avant le lancement de leur token. Bon, dans le cas de AAV, c'est un peu spécial parce qu'ils ont fait un rebranding et avant, il s'appelait Lend. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Ensuite, nous avons la date du dernier commit. Ça, c'est très important. Celui-ci donne beaucoup de points parce que lorsqu'ils développent du code activement, ça veut dire qu'ils vont probablement bientôt sortir des nouvelles fonctionnalités. Et donc, le potentiel de montée du prix après la création du code est augmenté. On peut repérer ce qu'ils font. Alors moi, j'aime beaucoup cliquer dessus et aller espionner quels sont les repos, donc les repositories, les répertoires dans lesquels ils travaillent le plus. Alors ici, ils sont classés par les plus récemment mis à jour en haut. Donc, on peut voir à 7 minutes, il y a 2 heures, il y a 8 heures, hier, avant-hier, la semaine dernière. Voilà, donc ils sont très, très actifs et j'aime bien regarder, OK, AV Address Book, l'interface, GHO, c'est leur stablecoin. CCIP, c'est une prestation qu'ils fournissent avec Chainlink. Donc, celui-là, vous voyez, il est fort. Il a été amené. C'est du code qui a été amené depuis ailleurs. Donc, moi, je ne le compte pas comme commit. Je ne le donne pas de points dans mes scores pour tous les commits qui ont été forked. Ça, c'est la connexion avec Aptos, les utilitaires, les subgraphes, les protocoles subgraphes, OK. Donc là, c'est intéressant d'aller voir sur quoi ils travaillent ces temps-ci et j'aime beaucoup espionner ça parce que ça me permet d'anticiper un petit peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'ils vont sortir. Évidemment, maintenant, on donne des notes sur l'évolution à 7 jours, à 30 jours et le nombre de commits, donc le nombre de validations de code sur un an. Dans la note ici, je donne très peu
d'impact pour l'évolution à 7 jours et beaucoup plus d'impact pour l'évolution à 30 jours et encore plus d'impact pour l'évolution à 1 an. Je m'explique. Les projets qui fonctionnent en mode agile sont généralement les plus performants et souvent ils font une mise en production, par exemple, toutes les 3 semaines. Et du coup, l'évolution du nombre de commits à 7 jours n'est pas pertinente dans ces cas-là. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas les pénaliser, ceux qui sont en mode agile toutes les 2-3 semaines, en enlevant beaucoup de points. Donc, pour moi, c'est plus une indication. Ils donnent des points dans la note centrale, mais assez peu. 30 jours en donnent plus et 1 an en donne beaucoup plus. 1 an, ça n'est pas un pourcentage, c'est un nombre de commits. Je dirais un projet dans la finance décentralisée doit en avoir plus que 1000. Sinon, vraiment, je m'inquiète. Un projet qui n'est pas dans la finance décentralisée, il peut en avoir moins que 1000. S'il en a plus que 1000, c'est vraiment chouette. Le nombre d'étoiles, c'est un peu comme quand on met quelque chose dans nos favoris. Le nombre de forks, ça veut dire d'autres développeurs ont été copier ce code chez eux parce qu'ils ont l'intention de le réutiliser. Ça veut dire qu'il a un code de très bonne réputation. Le nombre d'abonnés, c'est comme si vous vous abonnez à un compte Twitter pour rester bien informé de ce qui se passe dessus. AAV, il a des scores mais excellents sur ces 3 paramètres. Dans cette rubrique technologie, il y a aussi le score de Token Metrics. Ici, je suis sur la blockchain Toncoin, qui est en lien avec Telegram. Et Tokenmetrics leur a donné une note technologique de 91%, ce qui était énorme. Il y a peu de cryptos qui sont au-dessus des 90%. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer tout à fait en haut. Ici, vous avez la note fondamentale de Tokenmetrics, la note technologique, c'est le 91 qu'on vient de voir, et vous avez le fait qu'ils aient fait un deep dive, ils en font rarement, que pour les projets qui, à leur avis, ont un très, très beau potentiel pour les mois à venir. Vous avez aussi la date. Ça vous permet de savoir s'ils l'ont scoré récemment ou pas. Parce que quelque chose qui a été scoré début 2023, c'est possible que le projet ait beaucoup évolué entre-temps. Voilà. Donc, ici, c'est très intéressant de voir cette note. Lorsqu'elle est présente, elle influence grandement sur le score. On passe à la note tokenomics. C'est le nerf de la guerre parce que la distribution des tokens provoque une grosse pression à la vente et au contraire, lorsqu'il brûle des tokens, ça réduit la pression à la vente. Lorsqu'il bloque de la liquidité, ça réduit le risque que l'équipe utilise la liquidité pour faire autre chose que ce qui est prévu. Les tokenomics sont très importants. Dans les tokenomics, il n'y a pas seulement la distribution des tokens, il y a aussi l'utilité des tokens. C'est pour ça que je rajoute des points s'il y a un stablecoin, je rajoute des points s'il y a du wrapped. Aussi, d'ailleurs, dans la liquidité, je rajoute des points s'il y a du wrapped, c'est-à-dire des tokens qui sont encapsulés pour pouvoir être utilisés dans d'autres blockchains. Par contre, j'enlève des points s'il y a plusieurs cryptos, comme par exemple Axie Infinity, qui en avait 2, si on compte le Smooth Love Potion, et quelqu'un qui voulait investir $1000 par exemple, il lui arrivait de faire $500 dans chaque, et ça dilue l'investissement lorsqu'il y a plusieurs cryptos. Donc tout cela est pris en compte dans la colonne Tokenomics. Pour AAV, nous voyons qu'il a déjà distribué 93% des tokens, ce qui est positif. Je suis beaucoup plus dur avec ceux qui ont vécu la bulle précédente qu'avec ceux qui sont nouveaux. J'ai pas besoin de durcir, ça se fait naturellement dans le sens que j'ai séparé en 2 camps et que je les compare les uns avec les autres en mettant des percentiles. Par exemple, les 10% plus hauts vont être vert foncé avec beaucoup plus de points, etc. Les 10% plus bas vont être rouge vif avec des points qu'on enlève. Donc ici, malgré qu'il est ancien, il est quand même parmi les plus hauts puisqu'il est vert et ça lui fait gagner des points. Si je regarde ici Aero, par exemple, il a lancé son token depuis 2023, donc lui, il fait partie du 2e groupe. Comme il a déjà distribué 50% des tokens, il est ni dans les plus hauts ni dans les plus bas, donc il reçoit ou ça enlève très très peu de points, des fois c'est même à 0. Ensuite, ici, j'indique quel était son prix le plus haut historique. Ça, c'est plutôt pour information. Et là, je dis à quelle date a été son plus haut historique. En l'occurrence, pour AAV,
C'était le 18 mai 2021 et son prix est descendu de environ 76% depuis cette date du 18 mai 2021. On peut le voir ici en haut à gauche, ici, c'était cette date-là. Il est descendu depuis. Est-ce qu'il va remonter à son plus haut historique facilement ou difficilement? La réponse, vous la voyez dans le score suivant, la différence de market cap et la différence de supply depuis qu'il a fait son plus haut historique. Ça veut dire que 13% environ des cryptos qui existent, qui sont dans la circulating supply en ce moment, qui sont disponibles en ce moment, ont été libérés depuis cette date du plus haut historique. Donc, c'est très peu. Donc, il aura de la facilité à remonter. On peut le voir aussi avec le market cap parce que la différence de market cap entre le 18 mai 2021 et aujourd'hui est de 72%, alors que la différence de prix est de 76%. C'est presque la même chose. Donc, il aura de la facilité à remonter lorsque l'ensemble du marché va remonter. Ensuite, j'indique aussi combien il a distribué depuis un an, donc 2,6% des tokens d'augmentation en un an. C'est très raisonnable. Ici, nous avons l'exemple de Aérodrome. Celui-ci a fait son plus haut historique très récemment. C'était le 12 avril 2024. 40% des tokens qui sont actuellement en circulation ont été émis depuis le 12 avril 2024. La différence de market cap, elle est de 4,2, ce qui n'est pas beaucoup. La différence de supply est de 38, ce qui est beaucoup. Et ils ont distribué en 30 jours, ils ont fait plus 6% des tokens en 30 jours et ils ont fait plus presque 500% des tokens en un an. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de distribution de tokens. Mais quelque part, c'est normal parce que c'est une nouvelle crypto. Elle est apparue en septembre 2023, donc c'est normal qu'elle ait beaucoup distribué en un an. Ok, c'est normal, mais n'empêche que ça fait quand même une pression à la vente. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou, essayer de trouver un compromis entre les deux. On sait qu'il y aura une forte pression à la vente, mais on sait que c'est normal vu que c'est une crypto récente. Donc voilà, elle est à peu près à 50% ici parce qu'il y a du pour et du contre. En même temps, le nombre d'adresses actives divisé par le market cap, il est en croissance sur un an, ce qui est bien. Il a des produits dérivés, ce qui est bien. Et la détention moyenne du token par les propriétaires, 215 jours pour une crypto aussi récente, c'est vraiment bien. Donc, il a quand même des points positifs. Alors, nous avons ici le score suivant, c'est la gouvernance selon Skynet. Donc, si je vais ouvrir cette page et ensuite je clique ici sur gouvernance, comment ils ont fait pour mettre cette note qui est environ 90%? Ils vont vérifier la centralisation. Donc là, ils ont été voir à l'intérieur du smart contract comment ça se passe. Est-ce que c'est plus ou moins centralisé? Ça, c'est super intéressant. Par exemple, est-ce que c'est un honeypot? Est-ce qu'il pourrait très facilement se retrouver avec un code informatique dans le smart contract qui permet aux gens d'investir, mais qui ne permet plus aux gens de revendre, parce qu'il y a des moyens de faire ça. Donc ça, c'est facile à tester simplement en regardant le smart contract. Donc, il n'y a pas de problème de honeypot. Est-ce que la taxe est modifiable? Ça, c'est aussi un autre problème. On peut modifier la taxe dans certains smart contracts et tout d'un coup, une taxe qui était à 0,5% va se retrouver à 99% ou même 100%. Et du coup, ça va empêcher les gens de faire les transactions. Ou alors, les gens qui avaient l'habitude de faire des transactions, tout d'un coup, ils se retrouvent avec une taxe qui augmente sans même qu'ils s'en rendent compte si elle est passée de 0,5 à 1%. Pour les gens qui font du trading très souvent ou qui ont des robots, ça peut être un problème sérieux. Donc, voilà, il y a plein. Bon, là quand c'est NA, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'info. Mais globalement, voilà, ils ont une très bonne note. Ils sont bien décentralisés. AAV, d'ailleurs, ils sont connus pour ça. L'analyse des tokens, est-ce que c'est très centralisé ou pas? C'est-à-dire, les
top 10 des plus gros propriétaires de tokens, en excluant bien sûr les wallets des exchanges et tout ça, hein, mais certains qui savent qui a quoi, et ben c'est seulement 0,06% de la supply qui sont dans le top 10. C'est rien du tout. Ça veut dire qu'ils sont très décentralisés. Les indicateurs d'activité de gouvernance, eh ben, ils ont fait des propositions. Il y a eu des votes. Ceux qui possèdent des tokens ont réellement voté pour piloter le projet. AAV, c'est une des rares cryptos qui a très, très bien réussi le passage à la DAO, c'est-à-dire l'organisation décentralisée, parce que les propriétaires de tokens votent pour prendre les décisions majeures du projet. Et ils ont fait ça intelligemment sur plusieurs années, progressivement, et maintenant, c'est vraiment décentralisé. J'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont ils ont fait ça. Donc, tout cela étant, leur note de gouvernance est excellente. Elle est à 90%, plus que 90%. Ici, nous sommes sur le critère plusieurs cryptos. Donc, j'enlève des points s'il y a une deuxième crypto qui appartient au même projet, c'est-à-dire qui pointe vers le même site web. C'est ça le critère. Parce que comme je mets à jour plusieurs milliers de cryptos tous les jours, il fallait que je puisse automatiser le critère. Et après beaucoup de tests, on a vu que le plus efficace, qui donnait le moins de faux positifs, c'était que ça pointait vers le même site web. S'il y a une deuxième crypto, c'est orange, ça enlève quelques points. S'il y a une troisième et plus crypto, eh bien, ça devient rouge et ça enlève encore plus de points. Dans cet exemple, c'est Axie Infinity et Smooth Love Potion. Si quelqu'un veut investir, il va peut-être faire moitié-moitié dans chacune des deux cryptos. Donc, ça dilue l'investissement et c'est pour ça que je lui enlève des points dans les tokenomics. Ensuite, le score suivant, je voulais vous montrer les stablecoins. Donc, lorsque une crypto possède un stablecoin, ça augmente son utilité, ça augmente les cas d'usage. Donc, ça fait partie des tokenomics, les cas d'usage. Et donc, je rajoute des points pour les stablecoins. Ici, vous voyez un exemple avec Axelar qui a lancé un stablecoin AXL USDC. Ensuite, nous avons le nombre d'adresses actives sur un an divisé par le market cap, le nombre d'adresses actives sur un an divisé par le diluted market cap quand tous les tokens auront été distribués, qui permettent de mettre ou d'enlever quelques points. Ensuite, nous avons la concentration des baleines. Lorsque les 1% plus gros comptes ont beaucoup de tokens, ça veut dire que les baleines apprécient cette crypto. Mais j'évite les extrêmes. Je mets en rouge les extrêmes. Lorsque les 1% plus gros comptes possèdent quasiment toutes les cryptos, alors ça n'est pas assez décentralisé et on est à la merci des baleines et du coup j'enlève des points mais que dans les extrêmes du haut et les extrêmes du bas et lorsqu'il y a beaucoup de baleines globalement je mets plus de points. Ensuite les produits dérivés comme je l'ai déjà expliqué, ça plaît aux comptes professionnels qui peuvent se hedger, se couvrir dans certaines situations. Et donc, ça augmente les cas d'usage de cette crypto. Et je mets ici le nombre de paires de produits dérivés. Donc, c'est le volume de transactions en dollars par 24 heures. Ensuite, le score suivant, c'est la durée de détention. Typiquement, 450 jours de détention moyenne des propriétaires de tokens, c'est excellent. Ensuite, l'augmentation de la supply sur 30 jours ou sur 3 mois, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont distribué des tokens? Ici, ça va, ils ont distribué des petites quantités de tokens. Alors, pour voir l'augmentation de la supply, eh bien, je vous propose de venir sur Illuvium, ici, vous voyez l'augmentation du nombre de tokens en circulation. Il s'est passé vraiment des augmentations très, très désagréables. Vous avez ici sur la gauche le nombre de tokens disponibles et ici sur la droite, est-ce qu'ils ont surperformé ou sous-performé le marché? Mais pour le moment, on va se concentrer sur la ligne bleue. Le nombre de tokens libérés et on voit généralement que ça a un impact sur le prix parce que tous ces tokens libérés vont réduire la capacité de Illuvium
à remonter facilement à son plus haut historique. Et donc, si on faisait un zoom sur le prix, on verrait que cette libération de tokens ici, par exemple, a eu un effet très néfaste sur le prix. On peut voir que la montée qu'on a fait début 2024 était vraiment toute petite par rapport à la précédente. Pourquoi? À cause de la distribution des tokens. Et comment vous pouvez aller voir ça de manière encore plus frappante? Vous cliquez sur CoinGecko, vous cliquez sur Maximum, vous voyez ici l'évolution du prix. Maintenant, si vous cliquez sur capitalisation boursière, regardez-moi ça. Il a fait une magnifique montée de capitalisation début 2024, mais ça n'a quasiment pas profité au prix. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de cryptos, tellement de tokens qui ont été distribués entre-temps, que du coup, c'est difficile de faire remonter le prix. Il y a plus de pression à la vente qu'à l'achat. Enfin, ça dépend des périodes, mais c'est comme de nager à contre-courant. Alors, des fois, le prix va monter. Oui, bien sûr, il est quand même bien monté là, hein. Si je regarde sur un an, on se dit, ouais, il est dynamique, il est bien monté. Il est passé de 38 à 149 quand même. Oui, il est dynamique, mais il aurait pu monter beaucoup plus s'il n'y avait pas eu toute cette distribution de tokens. Donc maintenant, il va falloir attendre que les mains faibles vendent avant qu'ils puissent vraiment exploser. Ça viendra plus tard, quand le narratif du gaming va exploser. Parce que Illuvium, c'est un très très bon projet. C'est juste que les tokenomics, en ce moment, le poussent vers le bas. Mais il y a un moment, quand les mains faibles auront vendu, où il pourra exploser bien plus tard. Et finalement, tout en bas, nous avons courbe de prix depuis, qui donne aussi un petit peu la note parce que je favorise les cryptos qui ont été lancés en 2023 et en 2024 parce qu'elles sont considérées par les investisseurs comme plus innovantes et il y a un biais positif envers les cryptos les plus récentes, même si elles n'ont pas fait leurs preuves. C'est parfois totalement injuste, mais c'est comme ça, elles montent plus fort. Donc, ça contrebalance un peu le fait que souvent, elles n'ont distribué qu'une partie des tokens et ça les aide à monter le fait qu'elles aient été lancées récemment. Et donc, ici se termine ma présentation de l'ensemble des champs de mon logiciel Les Scores de Chantal, en anglais cryptoscores.com. Je l'adore, je l'utilise plein de fois par jour et je sais que mes apprenants aussi.